Il y a très peu de chances qu'elle se réalise, mais elle est trop cool. Un personnage riche qui a des villas un peu partout, qui se déplace seul et qui est surpuissant. Moi, ça me fait penser à Rohan Kishibe. Rohan Kishibe est à bout, il a besoin de vacances. Pourquoi pas des vacances à Hawaï? J'aime beaucoup l'idée que Rohan puisse revenir de TSKR. Après, j'ai bien conscience que c'est presque impossible. Ah diantre, vous êtes là. C'est parti pour le chapitre 2 de The Jojo Land, le japonais à Hawaï. Et je suis beaucoup trop excité par ce chapitre. Je suis obligé de commencer par là. J'avais raison! Mon stand épitaphe s'est éveillé. Et je tiens à vous remercier. En 3 jours, ma review est passée de 300 à 2000 vues. Merci pour tous vos commentaires. Bienvenue à tous les nouveaux et j'espère ne pas vous décevoir à l'avenir. Revenons au chapitre. C'était bien Rohan Kishibe, le mystérieux personnage. Une théorie folle de ma part qui s'est avérée vraie et je suis bien trop heureux de son retour. Non, ce n'était pas Josuke. Je ne l'imagine pas une seule seconde se déplacer seul. Non, ce n'était pas Joshu. Même si cet artwork est magnifiquement drôle, Joshu a peur de l'avion et surtout, on a dit, plus puissant que ces 4 là. Non, ce n'était pas un homme rocher avec un rokakaka, parce que ce fruit est chiant. Et non, ce n'était pas Jobin, parce qu'il est mort. Et oui, c'est Rohan Kishibe parce qu'il correspondait à tous les critères que je ne vais pas encore vous rappeler. Je suis passé de la vidéo la plus en retard à une vidéo d'avance sur tous les autres youtubeurs, autant en profiter pour parler de nouvelles choses. Quand j'ai donné cette théorie, j'avais un problème majeur. Rohan Kishibe dans TSKR a commencé dans le Amonverse, avec Josuke, Okuyasu, tout ça. Pour qu'il vienne dans Jojo Land, il fallait un élément disant qu'il venait du Spinverse. Depuis le Jojo Magazine, dans Hot Summer Martha et Drip Painting Style, il y a quand même une différence. Il y a la Covid. En vidéo et en photographie, j'ai appris qu'un élément inutile ne devait tout simplement pas apparaître. Parler de la Covid dès le chapitre 1 de The Jojo Land, c'était pour moi un indice et on pouvait le rattacher à Rohan. De plus, ces chapitres de TSKR ont une continuité, contrairement à tous les autres. Cette continuité, c'est que Rohan est proche du burn-out. Araki nous a donc bel et bien teasé l'arrivée de Rohan. Presque personne ne l'avait compris et c'est pour ça que je suis là. Rohan Kishibe dans The Jojo Land, c'est logique. C'était prévisible et ce n'est pas une incohérence. Tu dis que c'est logique et prévisible, mais d'un autre côté, entre la séparation des univers des parties 1 à 6 et 7 à 9, qui relève d'un changement de manga, ainsi que le blason de l'application Morio dans les spin-offs, qui utilise celui de la partie 4 et non de la partie 8, j'avoue que j'aurais eu du mal à penser que le japonais était Rohan quand même. Effectivement, il y a cette petite incohérence. Rohan des derniers TSKR semble effectivement venir du Amonverse. Mais avouer ce logo, ce serait avouer que mon call parfait qui vous a fait venir sur ma chaîne n'était qu'un coup de chance. Je préfère ne pas y penser et dire qu'Araki s'est trompé, ou que ça peut très bien exister à la fois dans le Amonverse et le Spinverse. On commence donc à toucher à notre prochain sujet, qui est ce Rohan Kishibe. Forcément, un personnage identique à sa version Amonverse, ça interroge. Mais ne soyons pas brouillons dans nos idées, Rohan n'a pas voyagé entre les dimensions. Ce Rohan n'a pas survécu au reboot de la partie 6. Alors oui, c'était le seul qui pouvait écrire sous Made in Heaven, mais ça n'a rien à voir. Et c'est surtout qu'il n'y a pas de lien entre Made in Heaven et le Spinverse. Ensuite, oui, il y a une possibilité que ce Rohan soit exactement la même personne que dans le Amonverse, mais une personne différente quand même. Ce Rohan va certainement nous parler du besoin de repos qu'il a depuis son surmenage et son agression. Certains fans ont aussi théorisé qu'il pourrait s'agir de Tsurugi adulte qui utilise Paper Moon King pour faire croire par prosopagnosie qu'il est Rohan Kishibe. Non, je ne vais pas développer cette théorie pour 2 raisons. La première, c'est que je fais mes théories d'abord par instinct et ensuite avec les arguments. Et Tsurugi, je n'ai pas envie d'en entendre parler une fois de plus. Je l'aime pas, j'aime pas son stand et il est clairement pas assez fort pour la JoJo Team. La deuxième, c'est que ça repose sur un courant théorique affreux de la communauté qui sous-tend que Tsurugi serait le maître du monde dans Jojo Lion et qu'on ne peut pas croire un seul visage de la partie parce qu'il est peut-être en train d'utiliser son stand. Et ça, c'est le niveau 0 des théories. Ici, on ne traite que du très haut niveau. Donc Tsurugi dans Jojo Land, c'est non. Pour ce qui est du stand, on peut partir sur Heaven's Door. C'est le stand le plus puissant de Jojo dont la seule faiblesse est son activation. Mais bon, quand on a le Drip Painting Style et le pouvoir de faire ça, voilà, y a rien à craindre. Surtout contre des stands comme... Ouais, on y revient plus tard. Il y a quand même une précision à apporter. Les 2 stands sont un petit peu différents entre Diamond is Unbreakable et les 2 derniers TSKR. J'ai pas envie de développer, mais en gros son activation est légèrement différente. Bon, mais du coup Rohan est là, c'est cool, mais qu'est-ce qu'il va faire? Je ne peux m'empêcher d'essayer de relier la rencontre entre une célébrité et le fait que Jodio va devenir riche. Pour autant, je ne sais pas du tout ce qu'il va faire. L'apparition de Rohan, c'était prévisible, et ce qu'il va faire, ça
ça l'est beaucoup moins. Il sera certainement comme Jobin, un personnage majeur et mineur à la fois. Il va orienter Jodio vers une quête, mais il ne fera pas partie des Jogro, ou alors pas longtemps. Je vais miser sur un scénario. Rohan va demander à Jodio et Dragona de se rendre en bateau sur une île volcanique subtropicale, pour aller enquêter sur un mystère lié au stand. Je le redis, cette île a l'air d'avoir un walleye comme Morio d'où vient Rohan, et les walleyes sont liés à la paume du diable de Steel Ball Run aux États-Unis. Araki avait dit vouloir que Rohan fasse une aventure en Amérique, et il a très certainement déjà vu cette paume du diable. Ensuite, n'oublions pas le pouvoir de Rohan qui est avant tout de lire dans la mémoire des personnes et qu'il connaît très certainement le père de Jodio. On va reparler de Steel Ball Run dans très peu de temps. Quant au diamant, Red avait l'air de le rattacher à la pierre d'Aja, et si vous voulez en savoir plus, suivez-le, il fait des meilleurs montages que moi, et moi j'ai déjà beaucoup trop parlé de Rohan Kishibe. En même temps j'avais commencé 15 jours avant tout le monde. Ce chapitre a surtout été très riche en informations sur Jodio. Jodio a bien un gimmick. Au même titre que le de Jotaro, ta prochaine réplique sera de Joseph, ou le ah diantre, vous êtes là de Bizarre Sissi. Where is the patient? Une phrase que Jodio a prononcée 2 fois de manière identique dans chaque chapitre. Traduit en attends un peu, c'est un peu tôt pour jeter l'éponge, non? Je veux voir de l'entrain, moi. Les gimmicks dans Jojo, c'est surtout pour être cool, mais celui-ci a pourtant une véritable utilité dans son modo operandi de dealer. Il commence par dire qu'il refuse de vendre. Il fait remarquer que la personne manque d'entrain quand elle commence à partir, puis il explique la transaction. Cette petite phrase de provocation ressemble beaucoup à une technique de manipulation pour mettre de la distance entre lui et ses clients. Et je pense que le mot manipulation est très adapté, surtout pour ce qui vient plus tard dans la vidéo. D'ailleurs, je dois faire remarquer qu'il y a une référence à Breaking Bad dans cette scène, et c'est plus qu'un clin d'œil parce qu'Araki a révélé qu'il s'était vraiment inspiré de la série pour cette partie. Je vais donc re-regarder Breaking Bad en entier pour les prochaines reviews. On a également pu voir November Rain à nouveau en action. Des questions ont trouvé leur réponse et de nouvelles questions surgissent. Les gouttes d'eau fonctionnent sur le plastique et sur le cuir. Je suppose donc que les gouttes d'eau peuvent affecter n'importe quelle matière. Les gouttes de November Rain disposent d'un ciblage. On voit clairement que la goutte coule le long du doigt de la policière sans la blesser, puis détruit le pochon de cocaïne. Et du coup, la faiblesse de November Rain se décèle enfin. On peut se protéger de ces gouttes. L'idée étant de toujours protéger la cible, sachant que les gouttes ne semblent aller que de haut en bas. Un stand capable de dédoubler des parapluies serait hyper puissant contre lui. Reste à savoir si le ciblage est modifiable pendant le déplacement de la goutte et combien de cibles il peut viser en même temps. Sur les policiers, seuls des cratères se forment alors que le pochon de cocaïne se voit transpercé et détruit. Ce qui veut dire que Jodio peut se retenir. Il est très certainement capable de causer une pluie battante capable de déchiqueter sa cible. Pour l'instant, il ne fait que quelques gouttes désagréables. On finit avec les réponses avec la portée qui semble être d'au moins 4 mètres et la précision qui est impressionnante. Ce stand est beaucoup trop fort. Sur une portée d'au moins 4 mètres, tu peux te faire plaquer au sol par des gouttes de pluie. Mais il semble nous avoir dévoilé une capacité encore plus impressionnante. Avez-vous remarqué que quand le policier le plaque au sol, il ne fait aucune remarque sur ce qu'il s'est passé la dernière fois, à part de son envie pressante de toucher des enfants? C'est peut-être parce qu'en bon flic dans Jojo, il est vraiment stupide, mais il ne laisse même pas échapper un mot sur le fait que ce gosse les a battus et qu'ils se sont fait écraser par de la pluie. Est-ce qu'il a effacé leur mémoire? Je suis sérieux. November Rain a possiblement un effet sur la mémoire, voire la perception de la réalité de ses cibles. Ou alors ils sont vraiment très bêtes. Beaucoup parlent déjà d'un Go Beyond pour November Rain. Moi je trouve que pour l'instant il faudrait déjà comprendre ce stand et à quel point il est fort. On passe à la personnalité antisociale de Jodio. Dans ma review, j'avais parlé de Jodio comme d'une personne froide et étrange qui faisait même peur à Dragona. J'avais hésité à ramener ça à l'autisme. C'est une théorie qui existe depuis longtemps sur Giorno et dont je ferai sûrement une vidéo un jour. En gros, Giorno a une personnalité avec beaucoup de traits autistiques et Jodio étant très certainement un Giorno Spinverse, c'était un lien possible. Finalement, on a eu la réponse. Jodio a été diagnostiqué avec un trouble de la personnalité antisociale. Et c'est aussi ça qui m'excite dans ce chapitre. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis étudiant en psychologie et c'est le genre de choses auxquelles je m'intéresse toujours quand je lis un personnage. En d'autres termes, Araki me donne l'occasion de vous parler de ce trouble méconnu. C'est totalement hors sujet, mais mon école a un programme d'accompagnement psychologique. Et j'ai dû passer un test contre mon gré. Le psychothérapeute m'a dit qu'il y avait une chance que je sois atteint du trouble de la personnalité antisociale. Autrement dit, je serais un psychopathe. Sérieux, docteur. Moi, antisocial? C'est pas très agréable à entendre. Le test comportait 20 affirmations symptomatiques.
et visiblement 18 d'entre elles me décrivaient. Jodio a très certainement eu des comportements agressifs à l'école. Il n'a pas hésité à hurler dans le bus scolaire par exemple. Ce genre de comportement n'est pas normal pour un adolescent de 15 ans. Il a donc été convoqué à passer un bilan psychiatrique et effectivement, ce n'est pas normal. C'est bel et bien une pathologie, un trouble de la personnalité. D'ailleurs, j'ai pas retrouvé ce test psychométrique en 20 items, mais 18 sur 20 c'est beaucoup. Le trouble de la personnalité antisociale est décrit comme ceci dans le DSM. La caractéristique essentielle de la personnalité antisociale est un mode général de mépris et de transgression des droits d'autrui, qui apparaît dans l'enfance ou au début de l'adolescence et qui se poursuit à l'âge adulte. On appelle souvent ça grossièrement psychopathie ou sociopathie, mais on y reviendra après. En prenant en compte la démarche des psychiatres, on doit établir quelle est la demande, faire l'anamnèse du patient, puis valider les critères diagnostiques du DSM. Critère 1, incapacité de se conformer aux normes sociales qui déterminent les comportements légaux, comme l'indique la répétition de comportements passibles d'arrestation. Jodio deal de la drogue à l'école, agresse ses camarades et des policiers et brûle leur voiture. Critère 1, validé. Critère 2, tendance à tromper par profit ou par plaisir, indiqué par des mensonges répétés, l'utilisation de pseudonymes ou des escroqueries. Celui-ci on n'est pas sûr, mais comme je l'expliquais, son gimmick ressemble beaucoup à de la manipulation. Critère 2, pas sûr. Critère 3, impulsivité ou incapacité à planifier à l'avance. Agresser les policiers a été un geste impulsif, mais c'est surtout la case qu'on voit cochée par le psychiatre, donc critère 3 validé. 4, irritabilité ou agressivité indiquée par la répétition de bagarres ou d'agressions. Pas besoin de leur dire, critère 4 validé. Et en même temps, si j'avais un stand, je l'aurais validé aussi, je pense. Critère 5, mépris inconsidéré pour sa sécurité ou celle d'autrui. Encore une fois, il a un stand, mais se lever et désobéir à un policier qui te braque une arme dessus, c'est assez fort. Et il n'a pas l'air de le prendre en compte. Critère 5, validé. Critère 6, irresponsabilité persistante, indiquée par l'incapacité répétée d'assumer un emploi stable ou d'honorer ses obligations financières. Jodio a 15 ans, il n'a pas de responsabilité financière, mais il ne rend sûrement pas ses devoirs à temps. Critère 7, absence de remords indiquée par le fait d'être indifférent ou de se justifier après avoir blessé, maltraité ou volé autrui. L'absence de remords est difficile à observer, mais quand Jodio parle de mécanisme, il parle effectivement de n'avoir aucun remords s'il faut faire quelque chose pour survivre. Je vous fais pas un dessin, au niveau des critères, on est plutôt bien. Et du coup, j'ai quelques trucs importants à souligner sur le TPA. On n'en connaît pas la source. Il y a une prévalence de 3% d'hommes contre 1% de femmes. On l'observe plus dans des milieux urbains défavorisés, des milieux où la personnalité antisociale est développée pour survivre. Pour autant, c'est un trouble dont on ne connaît pas l'origine. Est-ce que c'est génétique ou développemental? On ne le sait pas. C'est très probablement les deux. Dans le cas de Jodio, c'est assez difficile avec ce qu'on sait. Il n'a pas l'air d'en avoir besoin pour survivre, mais il est quand même dealer de drogue avec son frère Dragonard. L'origine du trouble chez Jodio pourrait être développementale, mais elle pourrait aussi être un héritage des troubles de son père que nous ne connaissons pas. Et si on suit ce que je disais par rapport à sa descendance possible avec Dio, on ne peut que souligner le fait que Diego Brando ainsi que Dio semblent tous deux atteints de ce TPA. Un indice supplémentaire pour un Jodio fils de Brando. Il peut aussi être lié à la consommation de substances. Jodio ne semble pas drogué, mais c'est quelque chose à savoir. Et le plus important, le TPA est un diagnostic qui n'est pas posé avant 18 ans. Barbara Ann a raison, il y a une erreur. Le psychiatre de l'école a posé un diagnostic qui n'est pas possible. Avant 18 ans, on ne parle que de troubles des conduites. Mais deux cas de figure s'offrent à nous. Numéro 1, c'est Araki qui décide. Si Araki dit que c'est un TPA diagnostiqué correctement à 15 ans, alors c'est le cas. Dans le cas de figure numéro 2, Araki nous amène plutôt à nous interroger sur l'importance qu'on donne au diagnostic des professionnels. Si le sujet vous intéresse, je pourrais faire une vidéo dédiée à l'antipsychiatrie. C'est un mouvement méconnu, très intéressant et parfaitement illustré par Araki. Ou alors si c'est pas de l'antipsychiatrie, Araki nous invite au moins à parler de diagnostic différentiel. Le diagnostic différentiel, c'est la partie de l'analyse où on relativise le diagnostic. Jodio correspond bien aux critères de la TPA, mais ça pourrait être autre chose. Troubles liés à l'usage de substances, schizophrénie, épisode maniaque, personnalité narcissique, histrionique, borderline, paranoïaque, etc. Je ne pense pas que ces troubles conviennent mieux à Jodio, mais dès le premier chapitre, j'ai pensé à un trouble du spectre de l'autisme ou à un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ce qu'on pourrait grossièrement appeler autisme et hyperactivité. À voir par la suite,
mais Rohan pourrait très bien nous en dire plus. Bon, sinon je suis très touché par ce que fait Araki depuis l'année dernière. Dans les TSKR, il explorait la dépression, crise d'angoisse et l'éco-anxiété. Ce n'était jusqu'ici qu'une théorie, mais je pense vraiment qu'Araki s'est renseigné sur la psychologie. Araki a toujours été en phase avec son temps, c'est encore le cas ici. Ça veut dire que l'histoire de Jojo qui devient extrêmement riche, c'est aussi l'histoire d'un garçon qui veut apprendre comment être heureux, malgré l'étiquette de sociopathe qu'il doit porter. Ça veut dire aussi qu'Araki a évolué dans sa manière d'écrire les personnages. Dio était un psychopathe mégalomane, Jojo a un trouble de la personnalité antisociale. Je tiens vraiment à dire que c'est la même pathologie dont on parlait pour Dio et Diego, mais Araki en parle comme on en parle en 2023. Des psychopathes dans Jojo, il y en a plein, et c'est la première fois qu'on place un diagnostic dessus, ce qui m'amène à parler de mon prochain sujet. Usagi Alohawe, Hot Dog Man, un nom, et je trouve qu'on dirait un petit peu une blague. Alohawe. Mais c'est en fait une référence à une chanson hawaïenne que vous avez certainement entendue dans Un dernier train pour Busan. Son nom a d'ailleurs surpris les fans japonais qui nous font penser qu'il s'agit d'un faux nom, un petit peu comme Haruno Chiobana. Il nous montre aussi un nouveau look qui continue dans la tenue de chez Kazar que j'avais montré, en rajoutant en plus le petit béret. J'avais encore une fois visé juste quoi, j'ai aucun défaut. Bon, sérieusement, j'ai été frappé par la sympathie de ce personnage. Il est trop mignon. Ce qui ne m'avait pas frappé par contre, c'était sa ressemblance avec Doppio. Elle apparaît nettement mieux dans ce chapitre. Son comportement a tendance à énerver la JoJo Team. Paco le trouve d'ailleurs étrange. Il a du mal à croire qu'il ne soit pas drogué. J'en reviens à ce que je disais sur Araki et ses connaissances psychologiques modernes. Son comportement ressemble à celui de Doppio dans son instabilité. Mais cette fois, on peut déceler les signes de TDAH, des troubles de l'attention et une hyperactivité marquée. Ah, j'adore le concept. Dans ce cas, il nous faut des noms de code. Je vais t'appeler Pink. Pink, tu me reçois? Il c'est Blue. Mec, ferme-la. Peut-être aussi des addictions, le sucre par exemple. Vu qu'il a été souvent représenté avec de la nourriture de fast-food, voire de la drogue, même si Meryl nous assure le contraire, ça n'a pas convaincu Paco et il a quand même acheté de la drogue. Ensuite, on peut parler de son stand. Voici The Mate Kudasai. C'est son nom. Il se transforme en l'objet cible désiré par quelqu'un. Dommage que ça fonctionne pas sur moi. Tu as souhaité qu'il y ait deux caméras? Faisons-les filmer. Un vrai et un faux. Comme ça, il y aura deux enregistrements différents. Mate Kudasai, une musique de King Crimson, tout comme Epitaph et King Crimson, les stands de Diavolo et Doppio. Bon, c'est déjà un bel indice, mais le stand en lui-même est très intriguant. Ce stand ne fonctionne que si quelqu'un d'autre que son manieur demande quelque chose. Ça me rappelle beaucoup le combat entre Doppio et Risotto, où Diavolo donnait directement ses ordres à Doppio. On peut dire que c'était quelqu'un d'autre qui demandait à son stand de s'activer. Et donc forcément, on arrive à se demander si, comme Doppio, Usagi n'aurait pas une autre personnalité. En 1995, quand Vento Oreo sortait, on pouvait parler de dédoublement de personnalité qui faisait carrément changer l'apparence. Aujourd'hui, on parle plus facilement de psyché scindée en deux dans la schizophrénie ou de troubles de dissociation de l'identité, une pathologie dans laquelle les individus ont plusieurs identités appelées altères. Si Usagi est bien un Doppio Spinverse, nous devons nous attendre à voir un TDI chez lui qui sera largement différent de ce que faisaient Diavolo et Doppio. Un autre élément dont je rêve peut-être, c'est cette ceinture. Il pourrait s'agir d'une ceinture de compression. Grossièrement, les vestes lestées sont utilisées pour contenir les individus dont l'unité du corps n'est pas clairement conscientisée. C'est un super gros raccourci que je fais, mais c'est un argument potentiel pour la dissociation à venir de notre Doppio Spinverse. Si on revient à Mate Kudasai, c'est un stand comme The Hustle et Smooth Operator assez faible. Son stand est comparable à Paper Moon King qui rend impossible de reconnaître un visage, et à Kiss, stand capable de dédoubler des objets. Seulement, lui ne peut en dédoubler qu'un seul avec un délai assez long vu de la maladresse de ce stand et en plus de moins bonne qualité. D'ailleurs, petite théorie, mais il va certainement dédoubler le diamant et repartir avec un zircon parce que Rohan Kishibe aura vu la supercherie. Cependant, la première fois qu'il est utilisé, c'est d'une pour changer l'apparence de Usagi comme Doppio et Diavolo, qui changent leur apparence, et de deux pour passer incognito, le pouvoir parfait pour Diavolo. Pour finir, Meryl Maichi ressemble à Polpo Spinverse et pourrait très bien être de mèche avec Usagi. Et avec tous ces éléments, j'espère vraiment que Usagi a un trouble de la personnalité ou est au moins un traître, parce que sinon, wow, le pauvre quoi. Il est juste chelou, hein. Pourquoi on le prend pour un futur monstre comme ça? Bon allez, j'ai parlé de beaucoup de choses compliquées, détendons-nous avec un petit peu d'humour. Ça sert à quoi de faire ça? Honnêtement, j'ai pas compris l'intérêt. Il y a une caméra, on doit pas se faire voir. Je vais donc dédoubler cette caméra et l'une des deux sera fausse. Je comprends que ça puisse marcher pour empêcher d'identifier quelqu'un. Mais c'est quoi l'intérêt quand on est habillé comme ça? En plus, ils vont devoir prendre l'avion ce soir.
tout le monde va les cramer. La seule utilité que je vois, c'est que les policiers vont devoir jouer aux 7 différences et ils vont perdre approximativement 40 secondes dans leur enquête. Ce stand a l'air vraiment très faible, ce qui me conforte à penser que c'est comme Epitaph, une capacité d'un stand plus puissant. Ça fait déjà 3 stands très faibles en combat. En même temps, depuis JoJo Lion, la plupart des stands sont assez faibles et au final, ça donne des combats parfois plus intéressants. Et puis ça fait aussi que je vais devoir réactualiser ma vidéo sur les pires stands. Ah, et aussi, je suis dégoûté que ce soit pas Begin le nom du stand. Parce que c'est littéralement ça en plus. Le stand qui s'active en suppliant. Du coup, le stand, c'était pas je te supplie, c'était s'il te plaît. Et bon, ça compte pas. Nous avons des news pour Dragona. Dragona a été encore plus effacée dans ce chapitre que dans le précédent, donc ça semble confirmer. Dragona n'est pas une deuxième JoJo. De plus, je tiens à m'excuser, j'ai fait une erreur. J'ai longuement parlé du genre de Dragona pour expliquer qu'on n'en savait rien. Eh bien, ça a un nom, AMAB, pour Assigned Male at Birth. Tout simplement des personnes nées hommes dont on ne connaît pas le genre. Du coup, j'aurais dû commencer par là et ça aurait été bien plus vite. Merci pour tous vos commentaires bienveillants à ce sujet. Avant de finir, je tiens à remercier tous les doubleurs de cette vidéo. Et d'ailleurs, si vous voulez participer aux prochaines vidéos, vous pouvez participer sur le Casting Call Club. Pas besoin d'expérience ni d'un super bon micro, on est tous des amateurs. On est là pour s'amuser, donc vous êtes tous les bienvenus. Je finis cette vidéo un petit peu sur les rotules. Je suis super heureux que Rohan revienne et de la reconnaissance que vous m'offrez. Ça m'a surboosté et en même temps ça fout une pression. Genre je doute un petit peu de tout ce que je fais du coup. Par exemple, j'ai l'impression de faire que de la théorie et de faire aucune review dans mes vidéos review. Et j'ai juste trop de choses à dire, genre même là, j'ai pas dit tout ce que je voulais sur les sujets que j'ai traités. Faudrait que je fasse une vidéo par théorie presque. Mais du coup, je ferai plus de review. Bon, je sais pas exactement comment ça va se passer, mais peut-être que ça va changer. Et de toute manière, JoJo's Bizarre Adventure, c'est l'œuvre la plus inspirante que j'ai jamais vue. Et aujourd'hui, on parle encore plus en profondeur de psychologie. Comment voulez-vous que je me restreigne? Mais au moins, j'ai prouvé à toutes les personnes qui pensaient qu'on ne pouvait pas théoriser sur l'avenir de JoJo que si, c'est possible d'avancer des théories qui se réalisent, même quand elles sont folles. Et avec tout ça, c'était Bizarre Sissi. À la prochaine!